de vous relaxer. On veut vraiment jaser ensemble, même si c'est un webinaire, on veut être vraiment confortable. Et aussi, on veut mentionner que on va traiter de sujets qui peuvent venir nous chercher, qui nous recherchent vraiment tous, je pense, à un moment donné. Et on veut vous encourager à vraiment prendre soin de vous. Comme Lydie a mentionné, vous pouvez nous contacter comme panéliste. Il y a une intervenante qui peut vous soutenir et on affiche ici plusieurs lignes d'aide. Si jamais il y a un moment par après ou durant le webinaire où il y a des fortes émotions, s'il vous plaît, sentez-vous à l'aise de contacter quelqu'un, parlez-en à quelqu'un, c'est très important. Et oui, et vraiment, j'espère que ça va être une conversation qui va ouais, porter fruit aussi et ne sera pas tellement difficile, mais aussi juste intéressante. Donc, oui, on va interagir un peu, poser des questions pour vous et vous pouvez nous parler à travers le chat et les questions. Et nous allons aussi vous lancer des questions de sondage. Alors, on peut avoir un plus grand aperçu de vos idées sur certaines questions. Alors, oui, alors sans plus tarder, on va poser la première question à travers le sondage. Alors, je pense que Lydie va peut-être bientôt lancer la première question qui devrait être affichée sur vos Zooms. Et oui, alors la question, il est court. Laisse-moi voir. Est-il courant que les enfants fassent des fausses allégations d'agression à caractère sexuel? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non, peut-être. Nous allons donner peut-être 30 secondes à poser ces questions et on va explorer ça, différentes questions durant la soirée pour voir qu'est-ce que vous en pensez. Et si jamais vous préférez utiliser le chat, vous pouvez faire ça aussi. Jusqu'à présent, il n'y a pas de réponse. Je ne sais pas si les gens ne peuvent pas l'utiliser ou si ça fonctionne. Moi, je le vois. Donc, je pense qu'on peut laisser. S'il y a des réponses, s'il vous plaît, mettez-les dans le chat et peut-être qu'on va juste continuer de là. Julie, je te repasse la parole. Parfait. Merci, Soula, de cette belle présentation de tous les services offerts par PPE. J'entends la fierté dans ta voix quand tu parles de notre offre des services et de programmes. Et pour moi, ça a toujours cette impression d'édification. Donc, merci de m'inspirer au quotidien aussi par l'entremise de ton travail effectué. Quand Action Terrienne nous a approchés chez Parents Partenaires en éducation pour aborder ce thème et engager des parents dans cette conversation, j'ai pas hésité de m'embarquer au projet. Dans mes antécédents professionnels, j'ai travaillé une quinzaine d'années dans le secteur de la violence faite aux femmes. Donc, toute cette question de parler de la vulnérabilité des femmes et des enfants quand il est question d'agression à caractère sexuel, c'est un thème qui vient m'interpeller au niveau personnel aussi. Donc, ayant pu côtoyer de nombreuses personnes qui ont été touchées par cette problématique, c'est la sensibilisation autour de cette question est quelque chose qui me tient véritablement à cœur. Donc, quand on m'a proposé ce soir d'entreprendre ou d'aborder ce sujet avec l'idée de sensibilisons nos parents pour essayer de réduire la vulnérabilité de nos enfants. J'ai dit oui, ça y est, on embarque à 100%. C'est une conversation qui est tellement importante à avoir. Donc, on lance le sujet. J'apprécie le fait aussi que Lydie et Soula aient tous les deux soulevé la question de cette conversation très sensible. Et si jamais que toute la conversation qui va avoir lieu ce soir, si ça vient éveiller quelque chose en vous, certainement faites appel pour du soutien. Nous sommes un réseau très mobilisé pour pouvoir répondre à vos besoins. Donc, la question qui avait été lancée, vrai ou faux, il est courant que les enfants fassent des fausses allégations d'agression à caractère sexuel. Donc, la réponse est faux. Ce n'est pas vrai que les enfants ont tendance à faire des fausses allégations.
et que effectivement, quand un enfant nous dénonce une agression ou nous parle d'une agression, il est tellement important de le croire et de dire à l'enfant qu'on le croit. C'est un des messages, un des premiers messages que l'on devrait communiquer à un enfant. Ça peut beaucoup le soulager au niveau de la réaction que l'enfant a lorsqu'il dénonce une agression. Alors, un des facteurs qui peut compliquer un traumatisme d'agression à caractère sexuel chez un enfant peut être la réaction que l'enfant va recevoir suite à une dénonciation. Donc, c'est la première fois que l'enfant en parle, la suite des choses va avoir un impact direct au niveau de la capacité de l'enfant de démontrer de la résilience suite à l'agression à caractère sexuel. Donc, pour parler de l'agression sexuelle, il faut absolument d'abord et avant tout comprendre au Canada quel est l'âge de consentement. Donc, on va passer quelques minutes à bien comprendre selon le Code criminel du Canada à quel âge est établi l'âge du consentement. Donc, on sous-entend par l'âge du consentement, c'est l'âge à laquelle on fait référence qu'une jeune personne a légalement la capacité de donner son consentement à des activités sexuelles. Alors, les dispositions sur l'âge de consentement s'appliquent à toutes les formes d'activités sexuelles, qu'il s'agisse de baisers, de caresses ou de relations sexuelles. Donc, c'est de façon fondamentale, on peut dire que l'âge de consentement au Canada pour des relations sexuelles est de 16 ans. Cependant, il y a des circonstances qui vont venir un peu nuancer la loi à cet effet. Donc, dans certains cas, l'âge de consentement peut être plus élevé s'il existe une situation une relation de confiance, d'autorité ou de dépendance vis-à-vis la personne. Prenons par exemple une jeune femme âgée de 16 ans qui participe sur une équipe sportive, donc elle joue au basketball. Son coach, qui aurait 22 ans, n'a pas une autorité légale d'engager la jeune femme dans une relation sexuelle. Donc, le simple fait que le partenaire sexuel de la jeune femme a un lien d'autorité sur elle, ça l'élimine la possibilité du consentement pour cette jeune femme de 16 ans. Donc, l'exception pour les jeunes qui ont 16 et 17 ans, justement, c'est cette connotation d'autorité qui peut exister dans la relation avec laquelle la jeune personne se retrouve. Donc, la définition de l'exploitation sexuelle, c'est une jeune personne de 16 ou 17 ans qui n'a pas la capacité de consentir si son partenaire est en situation de confiance ou d'autorité vis-à-vis elle, si la jeune personne est dépendante de son partenaire sexuel, par exemple pour lui prodiguer des soins ou subvenir à ses besoins, et la relation qu'elle entretient avec son partenaire sexuel relève de l'exploitation. Donc, la loi protège les jeunes de 16 et 17 ans à cet effet, mais autre que ça, une jeune personne qui atteint l'âge de 16 ans, dans l'absence d'une relation de confiance ou d'autorité sur elle, a la capacité légale de consentir à des relations sexuelles. Les facteurs suivants peuvent être pris en considération dans le moment pour déterminer si une relation relève de l'exploitation. Alors, on parle de l'âge de la jeune personne. On parle de la différence d'âge entre la jeune personne et son partenaire. Donc, ce sont des facteurs qui peuvent être pris en considération par un agent de police qui a la responsabilité de déterminer s'il a des raisons pour croire qu'un crime a eu lieu. On parle aussi de l'évolution de la relation. Alors, par exemple, est-ce que la relation s'est évoluée rapidement, secrètement ou par Internet? Et il y a aussi la question de la façon dont le partenaire peut avoir
contrôler ou influencer la jeune personne. Ce sont aussi des facteurs qu'un agent ou une agente de police peut prendre en ligne de compte lorsqu'il ou elle a à déterminer s'il a eu lieu d'une exploitation sexuelle envers une jeune personne. Donc, l'âge de consentement au Canada, un jeune ou une jeune de 12 ans peut consentir à des relations sexuelles avec un autre jeune qui n'a pas plus de 2 ans, qui a pas plus de 2 ans de plus vieux que elle ou que lui. Donc, un jeune de 12 ans peut consentir à une relation sexuelle avec un enfant de 13 ans ou un jeune de 13 ans ou un jeune de 14 ans, et un jeune de 13 ans peut consentir à une relation sexuelle avec un autre jeune qui est de 14 ou de 15 ans. Si le jeune a 13 ans et son partenaire sexuel a 16 ou 17 ans, il n'y a pas consentement selon la loi canadienne. C'est une infraction criminelle contre le jeune. À l'âge de 14 et de 15 ans, l'âge du consentement identifie qu'un jeune de 14 ans peut consentir à une relation sexuelle, tandis que son partenaire n'a pas plus de 5 ans. Donc, un jeune de 14 ans peut consentir avec une personne ayant jusqu'à 19 ans, et un jeune de 15 ans peut consentir à des relations sexuelles avec quelqu'un, avec un partenaire qui n'a pas plus de 20 ans. Donc, encore, tous les facteurs d'autorité et la relation de confiance entrent en ligne de compte aussi. On a beaucoup parlé de l'âge de 16 et 17 ans. Donc, le consentement, c'est l'âge de consentement avec certaines limitations qui prennent en ligne de compte la relation de confiance qui peut s'être instaurée entre la jeune ou le jeune et le partenaire sexuel. Alors, J'aimerais juste parlons. mentionner, est-ce que je peux mentionner juste rapidement à propos de de ce graphique, quand je faisais euh, des formations, sessions d'éducation sur le consentement avec les jeunes au secondaire, ils étaient très, très intéressés à ce graphique, à vraiment, vraiment bien comprendre avec qui, à quel âge, comme pour eux, c'était comme, oh, c'est intéressant. Et d'avoir, j'ai pu voir que les jeunes sont vraiment intéressés aux faits, comme si c'est factuel. OK, c'était comme ils étaient équipés un peu avec cette information légale. Et c'était très intéressant pour eux. Alors, ça peut vraiment être un bon point de début à une conversation si jamais quelque chose commence. Des fois, je regarde avec les jeunes juste un petit début de conversation et j'essaie d'ouvrir un dialogue. Mais ce thème était très intéressant pour les jeunes. Et j'ai beaucoup apprécié noter cette idée de la, de l'autorité parce que ça amène aussi à la conversation sur le pouvoir. Parce qu'on peut se demander quelle est la relation entre le consentement et le pouvoir. Et qu'est-ce qui donne quelqu'un le pouvoir? Alors, la popularité, tu sais, on parlait certainement l'âge. Alors, ça, c'est un aspect vraiment important du consentement auquel les jeunes peuvent comprendre, tu sais, de l'âge de 13 à 17 ans. Et j'ai vraiment juste trouvé que ce graphique est comme un bon point de début qui semble vraiment intéresser les jeunes à connaître leurs droits, vraiment. Merci Soula de l'intervention, et ça a aussi été mon expérience avec les jeunes. Ils ont été très interpellés par un graphique très visuel et qui offre une information très accessible au niveau de comprendre quelles sont les limites. Le fait d'aborder cette conversation, et je suis d'accord avec toi, le fait d'aborder cette conversation avec nos enfants en parlant des relations de confiance et en parlant de comment est-ce qu'une relation sexuelle peut
être influencé par le fait qu'il existe une iniquité de pouvoir entre les deux partenaires, c'est une bonne opportunité d'aborder cette conversation. Donc, une jeune femme de 16 ans, puis si je reprends mon exemple, une jeune femme de 16 ans qui est sur une équipe, qui joue au basketball dans son équipe et son coach qui est quand même une autre jeune personne de 21 ans, elle peut croire ou elle peut soupçonner qu'il n'y a pas assez une grande différence d'âge qui existe entre eux pour rendre problématique la relation intime qui se produit entre eux. Mais le simple fait que cet autre individu intervient dans la vie de la jeune femme avec en représentant un symbolisme de pouvoir et d'autorité, vient tout de suite jouer, c'est tout de suite un facteur qui vient influencer la relation. Donc, je suis bien contente, Soula, que tu soulèves ça de façon très particulière. Oui. Et l'autre chose, une façon d'y penser, c'est qu'on propose avec les jeunes, c'est si, avec qui tu aurais une facilité à dire non et questionner, comme si c'était un coach, est-ce que tu aurais plus de facilité ou moins de facilité à dire non? Alors là, tu peux trouver comme l'intersection entre le pouvoir et le consentement. Oui, excellent. Très bon Merci. point. Merci. Alors, si on revient à parler des infractions sexuelles, donc au Canada, le Code criminel protège tous les Canadiens et toutes les Canadiennes de l'agression et de l'exploitation sexuelle, et ceci inclut bien sûr les enfants contre les délits suivants. Donc, une personne peut être chargée au criminel pour soit une agression sexuelle armée, une agression sexuelle grave avec une des charges peut être le voyeurisme, qui est l'idée de regarder un enfant ou de regarder une personne avec une intention sexuelle, mais de se positionner d'une façon secrète pour être capable de voir la personne dans son intimité. Nous parlons aussi de la traite des personnes et il y a un grand point d'intersection entre la traite de personnes et des jeunes, spécifiquement des jeunes femmes. On le sait qu'il y a plusieurs jeunes femmes qui vivent de la vulnérabilité accrue au niveau des agressions à caractère sexuel, mais ce sont des personnes aussi qui sont très ciblées par la traite des personnes. Et aussi, on parle de la distribution non consensuelle d'images intimes. La dernière question qui parle de la distribution non consensuelle des images intimes, souvent l'enjeu par rapport à cet élément, c'est l'enjeu du consentement. Donc, si une personne prend une photo nue d'elle et elle fait parvenir cette photo à son partenaire et par la suite des choses, suite à une rupture potentielle de la relation, l'autre partenaire qui a reçu la photo la partage dans les médias sociaux ou la partage par Internet. Comment est-ce que la personne qui est atteinte au niveau de ce geste ou de cette agression peut démontrer qu'elle n'avait pas qu'il n'y avait pas de consentement au partage de sa photo? Donc, un des éléments qui vient beaucoup, un des enjeux qui vient beaucoup rejoindre cette question au niveau de la distribution non consensuelle, c'est comment est-ce que tu peux démontrer qu'il n'y avait pas eu de consentement pour le partage de la photo. Puis d'ailleurs, la conversation du consentement est une conversation qui est très, très, très importante à avoir avec nos garçons et avec nos filles. Lorsque une personne dénonce une agression à caractère sexuel, des fois, qu'est-ce qu'on cherche à comprendre, c'est est-ce que la personne qui dénonce l'agression sexuelle, est-ce qu'elle a été claire dans son non-consentement? Donc, souvent, on questionne la personne, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as dit, pour clairement identifier qu'il n'y avait pas de consentement à l'activité sexuelle. Donc, souvent, on met la responsabilité sur la personne qui est ciblée par
la relation sexuelle. Une des conversations qui est très, très, très importante à aborder avec nos jeunes, mais spécifiquement avec nos garçons, c'est la question du consentement. Donc, à qui revient la responsabilité d'assurer qu'il y a consentement? Donc, ça serait un peu la façon d'aborder la question, c'est si tu es en train d'initier des activités sexuelles dans le cadre de ton couple, tu es en relation intime et tu as la responsabilité de poser la question, est-ce que tu aimes quand on entreprend telle et telle activité? Est-ce que tu ressens du plaisir? Est-ce que tu veux qu'on continue? Est-ce que tu es à l'aise? Et si l'autre personne répond, bien, j'ai beaucoup de devoirs ce soir. Ça veut dire non. Si la partenaire répond, je suis un peu gênée, je suis pas certaine s'il y a quelqu'un qui va rentrer dans la chambre à coucher, ça veut dire non. Si la personne répond, ben, tu sais, je suis un peu fatiguée ce soir, ça veut dire non. N'importe quelle réaction que la partenaire ou le partenaire sexuel peut avoir, autre que oui, absolument, j'adore, on y va, veut dire non. Donc, c'est l'importance d'aller s'assurer que le consentement est présent lorsqu'on veut initier des relations sexuelles. Donc, les infractions sexuelles spécifiquement contre les enfants incluent aussi des contacts sexuels, de l'incitation à des contacts sexuels et de l'exploitation sexuelle. Donc, si un agresseur d'enfants touche un enfant, si un agresseur d'enfants incite un enfant de le toucher, ou s'il y a question d'exploitation sexuelle, ce sont des infractions sexuelles spécifiques dans le code criminel qui sont spécifiques aux enfants. Les autres infractions de nature sexuelle visant des enfants comprennent la pornographie juvénile. Et des fois, puis je fais un peu le lien avec ce que Soula vient de dire lorsqu'on engage les jeunes dans des conversations. Ça, c'est une question qui les interpelle énormément. Donc, on a deux jeunes qui sont en relation et un jeune incite l'autre, son partenaire ou sa partenaire, de lui envoyer des photos nues d'elle ou de lui. Le fait d'envoyer ces photos, le fait de recevoir sur son téléphone ou sur son appareil mobile des images nues d'un jeune sous l'âge de 18 ans, ça s'insère dans la pornographie juvénile. Donc ça, c'est quelque chose qui est, premièrement, il faut absolument parler, sensibiliser à nos jeunes de l'idée de faire parvenir des photos nues et des photos qui nous positionnent dans une grande vulnérabilité au niveau de notre intimité. C'est tellement important d'aborder cette question dans tout ce qui est l'éducation sexuelle, spécialement de nos jours, avec l'Internet et avec tous les médias sociaux. Les jeunes doivent comprendre la permanence de qu'est-ce qui est partagé par l'entremise des médias sociaux. Donc, d'abord et avant tout, c'est tellement une conversation importante à avoir avec les jeunes et de l'idée que cette permanence peut avoir un impact très négatif et très destructif dans notre vie et qui peut nous suivre pendant plusieurs années. Donc, c'est très important de reconnaître cette vulnérabilité. Mais c'est aussi important de reconnaître que c'est une infraction criminelle de recevoir ou de garder sur ses appareils et d'inciter un jeune de moins de 18 ans de nous envoyer des photos des photos nues ou des photos là, qui le met en ou qui la met en situation de vulnérabilité là, intime. Alors, on parle ici de toute représentation d'une personne âgée de moins de 18 ans ou présentée comme telle se livrant à une activité sexuelle explicite. Donc ça, c'est quelque chose que les jeunes ne comprennent pas dans ces termes de légal et de ce n'est pas légal de.
Les autres infractions de nature sexuelle visant des enfants au niveau de la pornographie, il est illégal pour quiconque d'avoir en sa possession de la pornographie juvénile aux fins suivantes. Alors, soit pour produire de la pornographie juvénile, de la distribuer. Donc, un jeune ou une jeune qui recevrait de la part de son ami, de son copain, de sa copine, une image nue d'une personne de moins de 18 ans, si cette personne qui reçoit la photo par la suite la partage à d'autres, ça, c'est la distribution de la pornographie juvénile. Donc, c'est quelque chose, c'est un élément aussi que les jeunes doivent être conscients pour bien comprendre la sévérité ou la gravité de poser ce geste. Donc, le fait de diffuser, le fait de vendre, le fait d'avoir dans sa possession ou avoir accès, aussi au niveau de la publicité et de l'exportation ou de l'importation de la pornographie juvénile, le code criminel aborde toute cette question. D'autres infractions de nature sexuelle qui sont spécifiques au niveau des enfants, on parle de la leurre des enfants. Et avec l'arrivée de l'Internet, avec l'utilisation de l'Internet, avec la popularité de l'Internet fait partie de notre quotidien maintenant. Il faut demeurer très aux aguets de la façon que l'Internet est utilisé pour effectuer la leurre d'enfants, pour attirer les enfants, pour piéger les enfants. Donc, c'est une infraction au niveau du code criminel. Il est interdit de se servir de l'Internet pour communiquer avec une jeune personne en vue de perpétrer à son égard une infraction d'ordre sexuel ou un enlèvement. Donc, cette infraction est parfois appelée la leurre par Internet. En anglais, on parle de cyber luring, alors le fait de lurer les enfants. Au niveau de l'exhibitionniste, ça c'est dans le code criminel, c'est une personne qui s'expose, qui expose ses organes génitaux à une personne de moins de 16 ans. Donc, encore avec la question de l'âge de consentement, on sait qu'il peut y avoir aussi certains facteurs qui peuvent venir influencer cette situation pour les jeunes de 16 et 17 ans, mais principalement l'âge est établi pour à 16 ans. Donc, la prostitution juvénile, il est interdit à toute personne d'acheter les services sexuels d'une personne âgée de moins de 18 ans, de bénéficier d'un avantage matériel provenant de la prostitution juvénile et d'encourager ou d'inciter une personne âgée de moins de 18 ans à se livrer à la prostitution. Donc, comme on l'avait vu, l'âge de consentement au Canada étant 16 ans, avec certains facteurs qui peuvent venir influencer. Dans ce cas ici, au niveau de la prostitution, on parle vraiment de 18 ans en reconnaissant que les jeunes de 16 et de 17 ans vivent une vulnérabilité et sont reconnus comme étant des jeunes dans le code criminel par rapport à cette infraction. Le tourisme sexuel impliquant les enfants, c'est l'idée qu'une personne, un citoyen canadien peut se rendre à l'étranger pour aller se procurer pour aller exploiter sexuellement une jeune personne dans un autre pays. Donc, si cette allégation se fait poursuivre par un agent ou une agente de police, malgré le fait que le crime s'est passé dans un autre pays, la personne peut être poursuivie ici au Canada selon le code criminel comme si l'acte a eu lieu ou l'infraction a eu lieu ici au Canada. Donc, la prochaine question que nous avions à vous poser, qui devrait paraître dans le chat ou dans le Zoom, à quel pourcentage croyez-vous que les agresseurs sont connus par les enfants? Alors, je vois qu'il est lancé dans... Ça fonctionne cette fois-ci. Alors, merci tout le monde qui a
a eu le problème la première fois. Alors on a comme 5 réponses. Alors on donnera juste peut-être une autre 10 secondes pour les gens qui n'ont pas répondu, juste pour voir qu'est-ce que les gens en pensent. OK, alors on voit que 60% des gens pensent que c'est 85%. Je pense pas que tu peux le voir Julie. Une personne a voté que c'était 75% et une personne a voté que c'est 15%. Alors peut-être tu peux nous dire c'est à quel pourcentage en fait. Oui, donc merci Sula. Effectivement, c'est le pourcentage le plus élevé. Qu'est-ce qu'on retire de ceci? C'est le fait que la majorité des enfants connaissent la personne qui les ont agressés sexuellement. Non seulement est-ce que les enfants connaissent la personne, mais il y a souvent une relation de confiance qui existe entre l'enfant et l'agresseur d'enfant. Donc, à 33 des fois, la personne, l'agresseur d'enfant, joue un rôle parental, une figure parentale dans la vie de l'enfant. On parle peut-être d'une famille reconstituée dont il y a la présence d'un beau-père ou du partenaire d'une maman qui était monoparentale. Mais aussi, on parle avec un peu dans le même type de pourcentage à 32 des fois, c'est un frère ou une sœur. Donc, il y a un lien de fratrie entre l'enfant qui a été ciblé par l'agression sexuelle et l'agresseur d'enfant. Donc, ce sont le fait de connaître l'agresseur peut souvent aussi complexifier l'événement traumatique pour l'enfant parce que l'enfant peut avoir une relation avec la personne qui l'a agressé, peut aimer la personne. Donc, ça peut venir compliquer un peu le processus de guérison de l'enfant suite à une agression. Je crois qu'il y a une prochaine question aussi qui se prépare. Quelle est la différence entre un pédophile et un agresseur sexuel d'enfants? Est-ce que c'était une question, Soula, qui se présentait dans le... Celle-ci, non. Alors on vous OK. demanderait juste, je pense que si, ouais, ça c'est la dernière question, Lydie. Alors cette question qui est affichée, laisse-moi voir. Ouais, on vous demanderait juste de mettre vos idées dans le chat. Si oui, c'est quoi? Si non, pourquoi pas? Ou même, ouais, oui, non, juste pour voir un peu ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a une différence? Oui, non. Et ça, c'est juste à travers du chat. Donc, peut-être pendant que vous y réfléchissez, peut-être que je pourrais juste poursuivre. Donc, la personne qui est diagnostiquée comme étant un pédophile, le diagnostic lui-même est un diagnostic qui se retrouve dans le manuel qui est utilisé par les psychiatres pour justement diagnostiquer des problèmes de santé mentale ou des maladies mentales. Donc, c'est vraiment, c'est le fait qu'une personne soit attirée sexuellement envers des enfants ou ressent une attirance ou devient excité sexuellement par un enfant. Donc, la définition d'un pédophile parle beaucoup plus de l'attirance que du geste. Donc, ce ne sont pas tous les pédophiles qui passent à l'acte. Un agresseur sexuel d'enfant est une personne qui ne vit pas nécessairement de l'attirance sexuelle pour l'enfant, mais qui est plutôt une personne qui cherche à prendre contrôle d'une personne vulnérable qui veut dominer la personne qui est en situation de vulnérabilité. Et dans cette situation, la personne qui est vulnérable à elle est un enfant.
Donc, c'est la distinction à faire entre un pédophile qui ressent de l'attirance ou qui ressent de l'excitation sexuelle pour un enfant, mais qui ne passe pas nécessairement à l'acte, et un agresseur sexuel d'enfants qui pose des actes d'agression à caractère sexuel envers les enfants, pas par motivation d'une excitation sexuelle par eux, mais plutôt dans une volonté de vouloir exercer un contrôle et de dominer une personne vulnérable qui est l'enfant. Donc, Merci. Alors, je voulais juste dire, si vous avez des questions sur tout ce qu'on vient de discuter, s'il vous plaît, mettez-le dans le chat ou dans la zone Q&R. donc on va poursuivre la conversation, on va changer un peu de sujet, on va parler spécifiquement de la vulnérabilité des jeunes. Comme l'avait mentionné ma collègue Soulan, quand on parle de l'âge de consentement, quand on parle des relations sexuelles, il faut absolument aborder dans cette conversation d'éducation sexuelle avec nos jeunes cette question hein, de pouvoir, d'autorité et de lien de confiance. Donc, il y a certains facteurs qui peuvent augmenter la vulnérabilité des jeunes et on va passer un peu de temps à les voir ensemble. Donc, il y a des facteurs de risque individuels qui peuvent augmenter le risque des enfants. On parle du sexe de l'enfant, donc on le sait que généralement, ce sont les filles qui sont plus ciblées par les agresseurs sexuels d'enfants que les garçons. Donc, le simple fait que l'enfant soit une fille peut augmenter son facteur de vulnérabilité. Puis je veux juste ouvrir une parenthèse, c'est très important de se le dire, en regardant les facteurs de risque individuels, sous aucun prétexte est-ce qu'on propose que les jeunes sont responsables des agressions à caractère sexuel qui sont perpétrées envers eux. Aucune victime d'agression sexuelle ne se met dans une position où ne s'attire des agressions à caractère sexuel. Donc, qu'est-ce que la conversation qu'on va avoir ce soir parle vraiment des facteurs de risque, de vulnérabilité. Ça peut être des facteurs de risque individuels, mais ce n'est jamais une question qu'un enfant ou n'importe quelle personne se met dans une situation qui s'est attirée l'agression à caractère sexuel. Donc, le simple fait d'être une fille peut augmenter le facteur de vulnérabilité d'un enfant. Aussi l'âge de l'enfant. Alors, les enfants qui se situent entre l'âge de 7 et 11 ans vivent également une vulnérabilité un peu plus accentuée. Des enfants aussi qui ont un vécu de violence ou, puis on va parler un peu plus tard des facteurs de vulnérabilité familiale, mais il y a aussi la présence de violence dans le foyer ou dans la vie individuelle de l'enfant peut aussi augmenter son facteur de vulnérabilité. Les compétences sociales des enfants aussi. Est-ce qu'on parle d'enfants qui sont socialement isolés? Est-ce qu'on parle des enfants qui vivent en situation de dépendance? Donc, il y a un lien à faire entre le facteur d'isolement d'une personne et sa vulnérabilité d'être touché par des agressions à caractère sexuel. Donc, un enfant qui pourrait vivre en situation d'handicap, que ce soit en raison d'un handicap physique ou que ce soit en raison d'une déficience intellectuelle, un enfant qui vit une dépendance au niveau de son agresseur peut aussi vivre une vulnérabilité accrue. La personnalité de l'enfant, un enfant qui a une faible estime de soi ou qui a une personnalité plutôt passive aussi peut être plus souvent ciblé.
On a parlé des limitations fonctionnelles au niveau de vivre en situation de handicap et un enfant qui a un accès limité à de l'éducation liée à la sexualité. C'est tellement important dans notre rôle de parents d'aborder la question de l'éducation sexuelle avec nos enfants. Il faut parler certainement dans un contexte approprié selon l'âge, mais quels sont les bons touchés? Quels sont les touchés qui nous mettent mal à l'aise? Que faire s'il y a une personne qui pose des gestes qui nous rendent mal à l'aise? À qui est-ce qu'on peut parler? Le costume de bain qui cache les parties privées et le droit de l'enfant de déterminer qui peut le toucher. La question, puis là, on approche le temps de Noël, le temps des fêtes, d'où la parenté vienne visiter peut-être un peu moins dans ces temps de pandémie, mais en temps ordinaire, on arrive chez de la parenté et on encourage l'enfant d'aller donner des becs à toutes les mononcles, puis à toutes la parenté qui est dans la salle. C'est tellement important de donner cette éducation à nos enfants, puis de dire, tu sais, toi, tu as le droit de déterminer comment une personne va te toucher. Et si tu veux, au lieu de donner un bec au vieux mononcle, tu as le droit de choisir de ne pas lui donner un bec, mais de lui donner un high five. Bien, c'est important pour que l'enfant ait la capacité de s'affirmer. Donc, c'est tellement important qu'on cesse de sensibiliser nos enfants à croire qu'ils n'ont pas le droit de déterminer qui les touche et de quelle façon. Ça vient directement ajouter à la vulnérabilité de nos enfants. Un autre facteur de risque qu'il est important d'aborder, c'est les facteurs de risque familiaux parce qu'il y en a qui augmentent justement la vulnérabilité des enfants. Donc, un manque de supervision parentale peut laisser plus vulnérable un enfant d'être ciblé par un agresseur. Des parents aussi qui exercent de faibles capacités parentales peut aussi avoir une influence. Des familles aussi d'où il existe des antécédents d'agression de la part d'un parent. On parle beaucoup dans certaines communautés de la violence intergénérationnelle. Donc, la violence qui se produit dans un contexte d'où d'une génération à une autre, la présence de la violence et des agressions, elle est normalisée dans le vécu des familles. Donc, quand il y a un contexte de violence intergénérationnelle dans une famille, ceci peut augmenter le facteur de vulnérabilité des enfants. La présence aussi de la violence conjugale, donc de la violence qui peut exercer vis-à-vis un parent sur l'autre de l'enfant, augmente aussi le facteur de vulnérabilité. Le manque de frontières personnelles et interpersonnelles dans l'unité familiale. Des frontières relationnelles, ce sont des éléments qui solidifient et qui améliorent nos relations avec les autres. Des frontières nous permettent de dicter la façon qu'on permet aux autres de nous traiter. Les frontières permettent aussi de dicter la façon qu'on va traiter les autres et la façon aussi qu'on va permettre aux autres de nous traiter. Donc, c'est tellement important de modeler chez nos jeunes de bonnes frontières interpersonnelles et ceci inclut des frontières entre les parents, des frontières parents-enfants et des frontières entre les frères et les sœurs. Des habitudes excessives aussi de consommation des parents. Donc, dans des situations familiaux d'où il y a une grande présence de consommation d'alcool ou de drogue, ça peut laisser les enfants dans une vulnérabilité. Des variations extrêmes aussi de la santé mentale des parents qui peut avoir potentiellement un impact direct au niveau de leur capacité de démontrer des compétences parentales. Des rapports inégaux aussi qui peut exister entre les deux parents. Donc, s'il y a une inéquité de pouvoir entre les deux parents, d'où un parent démontre des comportements de domination envers l'autre, la présence d'un conjoint qui n'est pas le père de l'enfant
aussi augmente la vulnérabilité des enfants. On a parlé dans un sondage précédent d'où 33 des agresseurs d'enfants ont représentent une figure parentale dans la vie de l'enfant. On parle souvent du partenaire de la maman ou du beau-père de l'enfant. Puis aussi dans des situations de stress importants familiaux, tels que la séparation, peut aussi exacerber la vulnérabilité des enfants. Parlons maintenant des facteurs de risque sociétaux qui augmentent la vulnérabilité des enfants de façon générale. Alors, dans notre société, on a une tendance de banaliser les agressions à caractère sexuel. Il y a une tolérance face aux agressions à caractère sexuel qui n'existe pas nécessairement par rapport à d'autres crimes qui peuvent se produire. Il y a aussi souvent des faibles sanctions imposées aux personnes qui agressent sexuellement des enfants. Il faut aussi, on va bientôt regarder des images qui peuvent bien représenter aussi tout le facteur de l'hypersexualisation des filles. On se souvient que le fait d'être fille représente un facteur de vulnérabilité des enfants. Finalement, il y a aussi des valeurs traditionnelles par rapport au rôle de genre qui peuvent avoir une influence sociétale. Soula, je crois que tu viens d'identifier qu'il y a une question qui s'est présentée dans le chat. Oui, exactement. Alors, quelqu'un a posé la question s'il y a eu des actions inappropriées entre les frères et sœurs. Comment gérer la situation quand un enfant veut imposer son pouvoir sur l'autre, à l'exemple d'un père violent? Alors, peut-être c'est toucher à ces questions de l'exemple familial dont tu parlais. Mhm. Puis c'est une bonne opportunité pour nous de faire la promotion de l'activité de demain soir, d'où le COPA, le Centre ontarien de prévention des agressions, vont venir présenter justement sur le sujet de sécuriser davantage nos enfants et intervenir auprès des enfants. Pour répondre à la question, moi, ma priorité serait d'intervenir auprès de l'enfant qui est vulnérable, qui est le sujet des agressions à caractère sexuel pour être capable d'abord et avant tout de le sécuriser et de pouvoir aussi intervenir auprès de lui parce que comme on avait mentionné au début, la façon que l'entourage se mobilise autour de l'enfant suite à une dénonciation va avoir un grand impact sur la capacité de l'enfant de démontrer de la résilience. Donc, des stratégies pour intervenir spécifiquement auprès des enfants qui peuvent démontrer des comportements d'agression, je vais peut-être laisser l'atelier de demain soir venir répondre à cette question. C'est un peu à l'extérieur de mon champ de compétences, mais dans mon champ de compétences, pour parler de l'intervention auprès des personnes qui ont été ciblées, ça serait une des règles de base, c'est démontrons en tout cas qu'on croit la personne qui dénonce, qu'on ne la responsabilise pas de l'agression qui a eu lieu et donnons-lui accès à des ressources pour être capable de veiller à son processus de guérison. Donc, la prochaine diapo vient un peu refléter toute la question qui est l'hypersexualisation des filles dans la société et le lien direct qui est à faire entre cette hypersexualisation et le fait que souvent ce sont les filles qui sont ciblées par les agresseurs à caractère sexuel. Donc, le film Cuties est un film qui avait été sur Netflix et quand que ces images ont été utilisées pour faire la promotion du film, il y a eu une grande réaction du monde qui utilisait les services de Netflix pour dénoncer justement ces types d'images.
mais souvent, c'est l'hypersexualisation des filles est un sujet auquel la société, elle est souvent désensibilisée, à moins qu'elle ait de cette nature très, très, très évidente. Quand on achète du linge d'enfant, il est très difficile d'acheter du linge d'enfant qui n'est pas représentatif du genre. Donc, on peut souvent acheter une paire de culottes pour les petites filles qui a des mots écrits avec du lettrage sur les fesses, peut avoir des mots comme sweet. On regarde aussi à tout le processus d'impliquer les jeunes filles dans des concours de beauté. En anglais, on appelle ça des beauty pageants, où on maquille les filles et on les habille de façon qui est des fois très provocante au niveau sexuel. Ma petite fille danse avec avec une entrepreneuse locale. Et à chaque année, quand je me présente à ces concerts de danse, des fois, je suis un peu choquée par le contenu sexualisé que je vois au niveau là, de la danse des jeunes filles. Et quand je regarde les jeunes garçons danser, je n'ai pas cette même impression qu'on est en train d'inviter les jeunes garçons à démontrer des comportements ou des gestes dans la danse qui sont hyper sexualisés ou de nature sexualisée. Donc ça, c'est une problématique qui cible beaucoup spécifiquement les filles et qui augmente au niveau sociétal le facteur de risque des jeunes filles. Action ontarienne contre la violence faite aux femmes ont développé une campagne qui s'appelle Traçons les limites. C'est la prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci. Donc, la campagne Traçons les limites est une campagne qui a été développée afin d'inciter les personnes qui se rendent compte de la vulnérabilité d'individus ou de femmes ou d'enfants de vivre du harcèlement ou des agressions à caractère sexuel, de les inciter à intervenir en sécurité et de reconnaître aussi sa responsabilité d'intervenir. Souvent, quand il est question d'agression à caractère sexuel ou d'exploitation sexuelle ou de harcèlement sexuel, souvent on perçoit la situation comme étant une situation plutôt familiale ou qui n'est pas nécessairement de nos affaires. Et le monde n'interviennent pas toujours quand ils reconnaissent qu'une personne fait face à de l'exploitation ou est vulnérable dans une situation. Donc, il y a plein de scénarios qui sont présentés. Vous pouvez aller sur le site internet traçonslesLimites.ca pour pouvoir aller tout lire les scénarios qui se présentent. Et j'en ai choisi 3 ce soir qui viennent vraiment bien illustrer la vulnérabilité des jeunes en lien avec la conversation de ce soir. Donc, le premier scénario dont je vous propose, c'est ton ami te dit qu'un adulte à l'école n'arrête pas de la toucher et que ça la met mal à l'aise. Donc, qu'est-ce que j'apprécie beaucoup de la campagne Traçons les limites, c'est que ça l'offre de la sensibilisation autour de l'enjeu. Puis dans cette situation ici, comme Soula l'avait mentionné, on parle de l'enjeu de l'autorité, de cette iniquité de pouvoir qui peut exister entre les jeunes et les adultes. Et ça nous permet aussi de bien comprendre quels sont des gestes d'intervention qui peuvent être posés vis-à-vis la personne qui vit en situation ou qui vit la vulnérabilité. Donc, en reconnaissant que la personne qui vit la situation n'a peut-être pas la capacité d'intervenir pour elle-même, donc ça incite les personnes qui témoignent de ces situations de pouvoir poser des gestes d'intervention. Donc, dans ce cas ici, on encourage croire ton ami, écoute-la, rassure-la, accompagne-la pour en parler à quelqu'un et en parlant à une personne de confiance à l'école ou dans ton entourage seraient les 2 pistes d'intervention qui seraient offertes dans ce scénario. Le prochain scénario parle justement, on avait parlé de notre jeune qui jouait sur une équipe sportive. Donc, un membre de l'équipe sportive de ton école est accusé d'inconduite sexuelle.
la question, c'est comme la culture qui entoure beaucoup tout ce qui est les sports, hein. Des fois, c'est une culture qui est très représentative de qu'est-ce qu'on appelle la culture du viol. Donc, les quels sont les commentaires, quelles sont les attitudes, quels sont les préjugés, quelles sont les idées préconçues qui font en sorte à ce que la société démontre une tolérance face aux agressions à caractère sexuel et qui accepte que les enfants et les femmes vivent en situation de vulnérabilité, de vivre des agressions. Donc, souvent, le secteur des sports, hein, on voit beaucoup les sports encourager l'agression, la dominance, la compétition. Donc, il y a un lien à faire entre les attitudes et les valeurs que l'on fait, qui sont sujets d'être valorisées et aussi les attitudes qu'on peut avoir envers les personnes qui sont dans des situations de vulnérabilité. Donc, dans cette situation, les pistes d'intervention, parle-en, hein, on encourage beaucoup les personnes qui peuvent témoigner de cette vulnérabilité, d'en parler aux coéquipiers et les supporters dans un dialogue communautaire sur la violence à caractère sexuel. Implique-toi dans la solution, et aussi juste de reconnaître comment que nos gestes influencent les autres. Et ici, je pense que ça l'interpelle beaucoup les garçons et les hommes à poser des gestes pour démontrer leur propre tolérance face aux agressions qui peuvent être faites envers les femmes et les enfants. C'est tellement important d'aller engager les hommes dans la conversation et les inciter à démontrer eux aussi de l'intolérance vis-à-vis d'autres hommes qui peuvent dire des choses sexistes ou qui peuvent poser des gestes justement qui mettent les autres en situation de vulnérabilité. La dernière situation, le dernier scénario que j'ai voulu vous présenter, ton tuteur t'envoie des photos d'une personne nue que tu connais. Donc, on a beaucoup parlé là, du facteur de vulnérabilité en lien avec la relation d'autorité. Donc, comme Soula avait posé la question, est-ce que cette relation avec cette personne, est-ce que ça te donne plus de facilité à dire non ou est-ce que ça te donne plus de difficulté à dire non par rapport à des gestes qu'il poserait qui seraient de nature sexuelle? Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir des conséquences de dire à ton tuteur, à une personne qui a ce lien d'autorité, que tu n'apprécies pas le partage de photos nues et ensuite que tu poses un geste de dénonciation? Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir une conséquence imposée à la personne? Si la réponse est que effectivement que la relation avec la personne sous-entend une possible conséquence ou rend plus difficile le fait de s'affirmer, d'abord, il faut aborder cette démarche d'une façon qui reconnaît cette vulnérabilité. Donc, ici, on incite la personne, briser la chaîne, ne partage pas la photo, efface-les, soutiens la personne que tu connais qui a été sujet de ce partage, dis-lui que des photos d'elle circulent et offre-lui ton aide et parle-en à une personne de confiance. Si ce sont des personnes qui sont un peu plus jeunes, on les encourage certainement de toujours aller vers un adulte et une personne en qui ils font confiance. Donc, Soula, à ce point-ci, est-ce que tu interviens au niveau des questions et des commentaires? Ouais, je pense que je vais juste inviter les gens à mettre aussi des questions ou des commentaires de façon générale dans le chat. Et on pourrait poser la dernière question, Lydie, de sondage aussi. C'est peut-être, on aura peut-être un peu de temps de discuter et sinon, ce sera à venir. Alors, ça, c'est vraiment en termes de notre engagement
ou votre engagement avec les parents, comme parents. Comment trouvez-vous ça facile, difficile à parler de la sexualité et du consentement avec vos jeunes? Et comme Julie l'a mentionné, ça va être abordé avec le COPA. Et je pense aussi, nous, à PPE, on planifie offrir quelque chose dans les prochains mois aussi pour parler du consentement lors d'une de nos soirées parents, pour vraiment juste donner la chance d'en parler, de vraiment dire comment est-ce qu'on fait, qu'est-ce que vous avez essayé, qu'est-ce qui fonctionne pour vous, quoi non, vraiment juste de partager entre parents cette, cette problématique vraiment. Alors, on va donner juste quelques secondes de plus. Si vous n'avez pas encore répondu, répondez. Et on va montrer. Alors, un peu partout, les réponses. Il y en a où c'est absolument très difficile et d'autres pas du tout. Et à peu près la demi des gens disent parfois. Alors, s'il y en a d'entre vous qui ont répondu et aimeraient mettre dans le chat qu'est-ce qui facilite ça, pourquoi c'est difficile, et vos idées de qu'est-ce qui rend ça plus facile. Et Julie, peut-être je peux t'inviter si tu es ouverte à partager de ton expérience, ça serait peut-être intéressant pendant qu'on attend des réponses dans le chat. Bien, je vais peut-être réagir à cette invitation Soula en confirmant, je suis maman de 2 garçons, donc ce sont des jeunes hommes, 21 et 19 ans. Et j'ai dans mon travail, hein, auprès des femmes et des personnes qui ont été touchées par des agressions et des agressions à caractère sexuel et de la violence conjugale, j'ai reconnu ma responsabilité comme parent de vraiment aborder toute la question de consentement avec mes garçons. Quand j'ai abordé la conversation, je m'étais rendu compte à un moment donné dans la vie de mes garçons, quand ils avaient 14, 15 ans et ils commençaient à démontrer un intérêt de poursuivre des relations intimes. Dans le cas de mes garçons, c'était vraiment avec une fille. J'ai tout de suite reconnu ma responsabilité d'aborder la conversation du consentement. Donc, j'ai approché à tour de rôle, à fur et à mesure que mes garçons ont démontré un intérêt dans une relation. Je leur ai posé la question. Tu sais, c'est dans l'idée que, tu sais, j'aimerais avoir, maintenant que tu as une copine, j'aimerais avoir une conversation importante avec toi avant que tu veuilles commencer à initier des relations sexuelles avec ta copine. C'est certain que la première réaction, c'était comme: «Ah, mom, gross, je veux pas parler de ça avec toi». Et j'ai dit, tu sais, mais c'est important. Puis ils ont dit: «Ah, de toute façon, notre papa nous a parlé de se protéger au niveau sexuel avec l'utilisation de contraceptifs». J'ai dit, tu sais, parfait que votre père a eu une conversation avec vous par rapport à avoir des relations sexuelles en sécurité, hein, safe sex. Mais moi, ce n'est pas la conversation que je veux avoir avec toi. Moi, la conversation que je veux avoir avec toi, c'est au niveau du consentement. Parce que si tu as intérêt d'initier une activité sexuelle, c'est ta responsabilité de faire certain que ta copine, qu'il y a la présence de consentement, que ta copine veuille absolument poursuivre dans la relation, qu'elle aime beaucoup les activités qui ont lieu et que ça te revient de lui poser les questions, que la communication, si on est assez responsable pour engager une relation sexuelle, il faut être assez responsable aussi pour pouvoir communiquer avec sa partenaire ou son partenaire pour s'assurer que la relation sexuelle est satisfaisante pour les deux. C'est certain qu'il y a toute la question aussi d'aborder
la thématique de la sexualité avec un sérieux là, pour vraiment parler de comment est-ce que la sexualité, c'est une Mhm. expression d'amour qui se passe en deux adultes qui s'aiment et qui veulent. Tu sais, c'est avoir cette conversation, oui, elle est très importante pour mettre un peu en valeur comment dire, juste pour reconnaître l'impact qu'une relation sexuelle peut avoir dans notre vie. Mais la question du consentement doit absolument être abordée à l'intérieur de ça. Il y a puis on l'a vu hein, au niveau sociologique, comment que l'accès à l'Internet et l'accès des enfants à de la pornographie qui circule sur l'Internet augmente beaucoup aussi la vulnérabilité des jeunes, mais augmente aussi à fur et à mesure que la société évolue et donne accès à cette pornographie rend encore plus vulnérables les femmes et les enfants. Il y a une grande composante violente présente dans la pornographie. Et quand les Mhm. enfants ont un libre accès à la pornographie, et c'est dans ce contexte-là qu'ils reçoivent la majorité de leur éducation sexuelle, il y a un grand risque au bien-être des enfants. Il faut absolument que l'éducation sexuelle, malgré le fait que ça nous engage dans des conversations courageuses comme parents. C'est tellement important d'avoir ces conversations parce que si on laisse l'éducation sexuelle, la responsabilité de l'éducation sexuelle à la société ou à l'Internet ou aux amis de nos jeunes, c'est quelque chose qui risque d'avoir un grand impact négatif dans la vie de nos enfants. Ouais, j'apprécie ce mot responsabilité parce que c'est vrai, c'est un peu d'un devoir qu'on peut, un devoir d'éducation qui peut vraiment mener à des conséquences vraiment néfastes si on ne l'a pas. Alors, ouais, c'est un encouragement et une reconnaissance de la difficulté et l'importance de le faire, même si c'est difficile. Mhm. Je Puis veux juste, PPE qui a ce mandat d'outiller, de ressourcer les parents dans leur rôle de premier éducateur. Quand on parle de ce rôle de premier éducateur, c'est pas uniquement dans la vie scolaire de l'enfant ou dans la vie sociale de l'enfant. Il y a aussi le rôle de premier éducateur dans l'éducation sexuelle des enfants. C'est une grande responsabilité. c'est bon. Je veux juste aussi noter qu'il y a aussi un commentaire. Je voulais pas être distraite en lisant en même temps. J'ai deux différents écrans, alors excusez-moi que je regardais de côté un peu pendant ton partage. Oui, de quelqu'un qui note la difficulté additionnelle de discuter des relations sexuelles et de consentement avec son enfant quand nous, on a eu, si on avait vécu un abus dans ce domaine, ça peut vraiment euh, rendre ça encore plus difficile. Je veux lire un peu plus profondément parce que c'est un long message, mais je veux vraiment te remercier pour cette note, ce commentaire aussi. Mhm, absolument. Et une des Mm. choses, je suis résidente dans une communauté du Nord et je suis entourée d'une belle communauté vibrante de personnes Premières Nations métisses inuit. Et une chose que j'apprécie énormément de cette approche de notre communauté PNMI, c'est cette notion de village. Hein. Ça prend toute une communauté pour élever des enfants. Et des fois, si nous, on se retrouve dans certaines situations de vulnérabilité nous-mêmes, si on a un manque de ressources ou un manque d'outils pour pouvoir aborder certaines conversations, il y a absolument rien de mal aussi à interpeller les personnes de notre entourage avec qui nous avons un lien de confiance et avec qui l'enfant a un lien de confiance pour nous soutenir à aborder cette question. Si nous sommes, par exemple, une mère monoparentale et nous avons un jeune garçon et on veut pouvoir aborder toute cette question de démontrer
ce leadership masculin dans ses relations et on aborde la conversation et pour avoir un véritable impact, on veut aussi aller engager un homme dans notre entourage avec lequel on admire ses capacités parentales et ses interventions à titre d'homme. Il n'y a rien aussi qui nous empêche d'interpeller cette personne pour engager cette conversation avec le jeune garçon. Donc, c'est une approche, cette approche collective de responsabilité envers les enfants, c'est une approche que j'apprécie énormément et c'est une approche, je crois, qui est d'une grande valeur. Alors, Merci, Julie. Ouais, c'est un vraiment bel outil, en fait, de se ressourcer. Donc, je pense avec ça, nous allons clôturer. Je pense que Lydie prendra la parole. Elle a des choses additionnelles à vous partager. Oui, oui, alors merci beaucoup déjà, Soula et Julie. Je vais tout de suite vous lancer un sondage. C'est très important pour nous de recueillir vos réactions par rapport à notre sondage. Donc en fait, c'est très rapide. On a vraiment besoin de savoir ce que vous en pensez. Je vais le lancer directement, comme ça vous allez avoir la possibilité de le remplir directement à l'écran. Je vais aussi vous partager dans le chat tout de suite le lien également pour le sondage de satisfaction de PPE. Nous sommes des organismes voilà, financés ou pas, ou partiellement, et en tout cas, pour un souci d'amélioration continue, nous avons besoin toujours de savoir ce que pensent nos participants de nos webinaires, et également pour nos bailleurs de fonds. Merci d'y répondre. Je ne sais pas si vous le voyez, parce que il ne se remplit pas, mais je vous demanderai effectivement de le remplir directement à l'écran, comme vous avez fait pour les sondages précédents, si vous les voyez. Si vous ne le voyez, voilà, ça va, vous le voyez, puisque, merci beaucoup, vous commencez à y répondre. Je vais laisser quelques secondes pour que tout le monde ait la chance d'y répondre, et je vous remercie beaucoup pour ça. Pendant que vous y répondez, je voudrais remercier énormément Soula et Julie pour ce webinaire extrêmement complet sur la violence et surtout la vulnérabilité, le facteur de vulnérabilité, on a bien compris, sur les enfants et les adolescents. Et puis, je vous rappelle que dans le clavardage, j'ai partagé la présentation en PDF, donc vous pouvez la télécharger. Je vous enverrai aussi par courriel cette présentation. Le PPE nous autorise à vous le partager avec... donc un grand merci également pour ça. Et puis, je vous enverrai aussi des attestations de participation pour celles et ceux que ça intéresse. Voilà. Écoutez, je pense qu'on va arrêter là. Donc, je voudrais vous dire merci aussi pour votre participation. Et puis, je vous invite à quitter le webinaire dès que vous avez terminé de remplir le sondage, et puis de nous retrouver dans nos sites et dans toutes les ressources que nous vous avons partagées. Donc, je vous laisse quitter tranquillement la réunion.